All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. On va commencer directement par les conférences de la CitizenCon que CIG a mis en ligne durant toute la semaine. Celle de lundi présentait en une demi-heure comment il crée les environnements des lunes et des planètes avec le logiciel Substance Designer. Au départ, ils utilisent des images en nuances de gris qu'on appelle des heatmaps et qui vont permettre de modéliser très grossièrement la variation de relief d'un terrain. Et par-dessus ça, ils peuvent utiliser des masques pour appliquer certains effets au terrain comme l'érosion ou la sédimentation, rendre le terrain plus accidenté ou plus lisse comme des dunes, tirer les sommets vers le haut, aplanir les surfaces, etc. Ensuite, ils peuvent appliquer un jeu de couleurs sur cet environnement et se resservir des masques précédemment cités pour appliquer certaines couleurs à certains endroits précis, comme les sommets ou les crevasses. Ils peuvent totalement changer le ton d'une planète en changeant simplement le jeu de couleurs, ce qui peut facilement changer une planète volcanique en planète gelée. Enfin, ils finissent par ouvrir ce terrain dans l'éditeur du Lumberyard pour y ajouter des formes plus petites comme des rochers, de l'herbe ou des plantes, et surtout les différentes textures responsables du niveau de détail selon la distance. Et pour finir, on a pu voir une petite démo live où le développeur en charge de la présentation a oublié de paramétrer correctement la gravité. Bref, rien de nouveau, mais on comprend pourquoi la création des lunes est devenue aussi rapide. La conférence de mardi traitait de leur système audio. Barney Oram a rapidement expliqué que leur tâche est plutôt immense car le nombre de sons à créer est potentiellement infini vu le nombre de situations possibles que le jeu proposera. En tout cas pour les armes, leur son se décompose en 4 éléments, le bruit du choc lors du recul, le bruit du tir, le bruit du mécanisme de l'arme et un dernier bruit en fonction de l'environnement. Et tout ça variera également en fonction de la distance et de la perspective, première ou troisième personne, sur notre personnage ou sur un autre personnage. Pour la suite, ils vont essayer d'améliorer le rendu sonore des armes en fonction des environnements, surtout que la conférence d'avant a prouvé qu'ils peuvent en faire désormais des nouveaux assez rapidement, créer des meilleurs sons pour les armes dans les environnements sans atmosphère, et créer tous les sons pour le futur système de combat rapproché. La conférence de mercredi présentait leur traitement du son pendant les dialogues, et c'était 23 minutes pour nous dire que lorsqu'un PNJ parle par-dessus un bruit de fond, ils augmentent le son des parties de ces lignes de dialogue les moins audibles. Je passe sur la conférence de jeudi qui présentait la création des effets spéciaux dans Star Citizen, car il n'y avait vraiment aucune info intéressante. Pareil pour celle de vendredi, où ils ont seulement révélé le design du trophée de cette CitizenCon. Le Calling All Devs de lundi a commencé par une question pour Todd Papy. Comment est-ce qu'il prévoit de rendre les comportements des joueurs humainement crédibles, notamment dans les villes, pour qu'on n'ait pas à voir des joueurs courir et sauter partout? Eh bah rien, il y aura de la stamina qui limitera ce genre de comportement, mais ils n'empêcheront pas les gens de le faire, notamment dans les villes. Deuxième question, est-ce qu'on pourra emporter une sorte de sac de couchage pour avoir un endroit où se coucher et se déconnecter proprement dans les vaisseaux et les véhicules qui n'auront pas de lit? Malheureusement, ils n'ont rien prévu à ce sujet. Troisième question pour Steve Bender, est-ce qu'il prévoit de lancer une animation après avoir sélectionné l'option de démarrage d'un vaisseau? Oui, c'est prévu et avec tous les cockpits, et ça n'a rien à voir avec la question, mais son équipe est en train de travailler avec celle en charge de l'intelligence artificielle des PNJ pour rendre leurs mouvements et leurs réactions moins artificiels justement. Quatrième question pour John Crew, est-ce qu'il prévoit de mettre en place une mécanique de jeu qui fera interagir le Banu Defender avec le Banu Merchantman? Chez les Banu, les deux vont de pair puisque le Defender sert d'escorte pour le Merchantman, mais pour l'instant leur production est à peine commencée, donc c'est beaucoup trop tôt pour avancer quoi que ce soit. Enfin, dernière question toujours pour lui, quand est-ce qu'on va enfin pouvoir changer les composants internes de son vaisseau? Ils vont commencer dès ce trimestre à placer les vrais composants au sein du Terrapin, les brancher au reste du vaisseau, nous permettre de les changer avec le système d'interaction, et l'année prochaine, ils devraient avoir fini de le faire pour tous les vaisseaux. Le lore-post de mardi était le second chapitre de l'histoire racontant la poursuite d'un criminel nommé le Fantôme par un couple de chasseurs de primes, Mila et Reese. À l'âge de 16 ans, Mila a décidé de devenir une chasseuse de primes après qu'un de ses amis du nom de Casey Fan s'était fait assassiner. Et en pourchassant ce criminel surnommé le Fantôme, Mila en a fait une affaire personnelle puisque ce criminel commet des massacres dans les laboratoires de Fan Pharmaceuticals, l'entreprise du père de Casey Fan. Après avoir employé la manière forte sur un drogué dans une ville au nom non précisé, Mila et Reese étaient parvenus dans le premier chapitre à obtenir le numéro d'identification du vaisseau du fantôme et sa future destination. La poursuite a ensuite continué dans un champ d'astéroïdes où ils ont été obligés de s'engouffrer pour que le scanner de leur freelancer parvienne à localiser le cutlass du fantôme au bout de quelques minutes. Après un combat près de l'épave d'un Hull C, durant lequel Reese a dû appliquer une sorte de mousse sur le pare-brise de leur freelancer pour colmater une fissure qui commençait à faire chuter la température et le taux d'oxygène, le cutlass s'est enfin immobilisé. Le couple de chasseurs de primes a vu une combinaison blanche sortir du cutlass et se diriger vers la carcasse du Hull C, mais ils ont flairé le piège et ont décidé de se séparer, avec Mila restant dans leur freelancer et Reese allant voir l'intérieur du cutlass.
C'est le moment qu'a choisi le fantôme pour se faufiler dans le freelancer dont la soute était restée ouverte pour attaquer Mila par surprise en dépressurisant la cabine. S'en est suivi ensuite un combat à main nue en 0G, chose dont on n'a jamais entendu parler jusqu'à maintenant pour Star Citizen, jusqu'à ce que Reese revienne à la rescousse pour sauver Mila, retirer le casque du fantôme et qu'ils apprennent tous les deux sa vraie identité, Casey Fan, l'ami de Mila censé être mort depuis quelques années, et la suite au prochain chapitre. Mercredi, CIG a publié ses réponses aux questions des backers sur le Anvil Valkyrie. Vu que sa soute n'aura pas de plaque magnétique pour maintenir des caisses de marchandises, comment est-ce que le Valkyrie pourra stocker le matériel servant à ravitailler les soldats qui seront déployés? Ça n'est pas censé être un vaisseau de ravitaillement, mais un vaisseau de débarquement et de support aérien, donc il y aura quelques armoires pour stocker des armes à feu jusqu'à la taille 4, comme un sniper Arrowhead, un véhicule pour le soutien au sol, mais pas de caisse de ravitaillement. Ils sont en train d'inventer une explication au niveau du lore pour justifier le fait que la soute du Valkyrie puisse maintenir un véhicule mais pas des caisses d'armement, même si visiblement, au vu des questions posées et votées par la communauté, les gens trouvent pas ça très logique. Pour un vaisseau de ravitaillement militaire, il faudra du coup sûrement se tourner vers le Hercule de Crusader Industries. Les missions du Valkyrie consisteront idéalement à déposer une dizaine de joueurs sur une zone de combat, mais ça n'arrivera pas souvent car tout le monde n'aura pas une organisation avec des dizaines de personnes. Donc le plus souvent, les missions avec ce vaisseau consisteront à transporter des groupes de PNJ vers une zone de combat ou les extraire après une bataille. Et l'objectif de ces missions changera en fonction de l'endroit où atterrir, de la dangerosité de la zone, du nombre de gens à récupérer, du soutien aérien à fournir ou non, etc. Les mitrailleuses latérales du Valkyrie sont vraiment sur le côté des portes latérales du vaisseau, ce qui leur fait subir un angle mort. Ils vont revoir leur position, mais ça va pas être facile parce qu'ils veulent que 2 personnes puissent descendre par une de ces portes pendant que la mitrailleuse est utilisée. Officiellement, le Valkyrie pourra transporter un véhicule en soute, mais rien ne vous empêchera d'y mettre 2 Dragonfly, et le système de persistance devrait être capable de s'en rappeler. Le quartier d'habitation du vaisseau pour l'équipage sera accessible via une échelle, et donc sera complètement dépressurisé si la soute sera ouverte. C'est voulu, et si l'atmosphère de la planète où vous serez ne sera pas respirable, ça sera tant pis pour vous. Les cockpits des vrais véhicules de débarquement comme les hélicoptères Black Hawk offrent une assez bonne visibilité vers le sol pour que le pilote puisse atterrir. Il y aura du coup une fenêtre entre les 2 sièges du cockpit du Valkyrie pour contrôler son altitude, mais ils tiennent toujours à développer un système de caméra sur les vaisseaux pour permettre aux pilotes de réaliser des atterrissages propres sans passer en vue extérieure. Enfin, pour ceux qui se demandaient, le Valkyrie ne rentrera ni dans l'Idris, ni dans le Polaris, ni dans le Javelin, et ils n'ont pas de plan concernant des variantes du Valkyrie, à part peut-être une pour le sauvetage avec des équipements médicaux, mais ça le rapprocherait quand même beaucoup du Apollo de RSI. L'émission Around the Verse de jeudi est revenue sur la deuxième partie de la mission de la CitizenCon et on n'a vraiment pas appris grand chose de nouveau, à part que beaucoup de missions impliqueront des installations souterraines à l'architecture procédurale, ce qui sera un premier pas vers la création de cavernes qui est sur leur roadmap interne. Ils vont aussi continuer de travailler sur l'intelligence artificielle des PNJ en combat à pied pour les rendre capables de s'adapter au maximum d'environnements comme des outposts, des installations souterraines, des épaves, des stations spatiales, etc. Parce que c'est important, notamment pour Squadron 42 et pour ceux qui veulent vivre une expérience plutôt orientée PvE. L'émission Reverse the Verse de vendredi accueillait Sean Tracy et Josh Herman pour nous parler des personnages. Les dégâts corporels des personnages ne sont pas vraiment des priorités actuellement, que ça soit pour que les autres joueurs les voient ou qu'on puisse les constater par nous-mêmes. En fait, ça va leur prendre un sacré bout de temps avant que les dégâts appliqués aux personnages soient aussi détaillés que les dégâts appliqués au vaisseau. Mais ils veulent toujours développer des fonctionnalités qui impacteront notre personnage sur la durée si ses blessures sont graves, que ça soit une cicatrice ou un membre remplacé par une prothèse. Il n'y aura probablement pas de manteau, de veste, de foulard ou de cape qu'on pourra mettre par-dessus une armure. Ils feront sûrement des armures qui incorporeront ces éléments de base, mais ça sera trop compliqué de rendre tous ces assets compatibles avec d'autres assets pour qu'on puisse les rajouter les uns sur les autres. Concernant la coloration des équipements, ils veulent nous le permettre, mais ils ne savent pas encore comment ils vont s'y prendre. Est-ce qu'on aura une armure et la possibilité d'y appliquer un colorant entre guillemets parmi des dizaines proposées, ce qu'ils font déjà en tant que développeurs, ou bien est-ce que c'est eux qui créeront directement beaucoup d'armures déjà colorées? En tout cas, changer de couleur certains assets, ça se fera dans un futur proche, mais changer des matériaux ou carrément appliquer des nuances de couleurs localisées sur un équipement, ça sera pour beaucoup plus tard. À terme, les possibilités de personnalisation des visages de nos personnages devraient être assez poussées selon Sean Tracy pour qu'on puisse atteindre le niveau de détail des personnages qui ont été modélisés à partir d'acteurs pour Squadron 42. Par contre, autant avoir des morphologies différentes pour les personnages, ça sera faisable, autant avoir des tailles différentes, ça sera beaucoup plus compliqué. Ça implique de faire varier la taille du squelette et ça entraîne un boulot absolument titanesque entre le changement des animations, les problématiques liées aux hitbox plus petites, les obstacles derrière lesquels on pourra plus se mettre à couvert ou tirer efficacement. Bref, c'est trop de travail pour pas grand chose, donc ils le feront probablement pas, et ça sera sûrement limité à une différence de taille entre les squelettes masculins et féminins, ce qui est déjà bien assez compliqué pour eux.
L'armure Titan est toujours très peu avancée dans son développement et pour rappel, c'est une armure qui permettra aux troupes au sol d'avoir une puissance de feu suffisamment dissuasive pour empêcher certains vaisseaux d'atterrir de force dans certaines zones. Cette armure sera en revanche très encombrante et vous empêchera d'accéder à certains endroits. Il y aura des vêtements spécifiques pour les hommes et pour les femmes, mais la plupart des vêtements seront mixtes. Ils ont discuté de l'idée d'avoir des humains avec des particularités physiques spéciales en fonction de la planète où ils vivent. Nuances de couleurs sur la peau, textures différentes, oreilles différentes, etc. Ça donnerait pas des races aussi variées que dans The Elder Scrolls, ça serait assez subtil, mais suffisamment pour être remarqué. En tout cas, c'est une idée qui les intéresse. Personnaliser son personnage avec des photos qu'on aurait prises nous-mêmes n'est pas une idée qui les emballe, car une image 2D ne fournit pas assez de données pour avoir le niveau de qualité qu'ils souhaitent avoir. Sean Tracy a cité en exemple la licence de jeu NBA qui a tenté ça et où ça a donné des résultats catastrophiques. Mais c'était il y a quelques années et visiblement la technologie chargée de ça s'améliore d'année en année quand on regarde les derniers opus de la licence, donc c'est pas impossible qu'ils reviennent là-dessus à l'avenir. Concernant la présence de robots ou de droïdes dans Star Citizen, Chris Roberts est pas chaud à ce sujet, donc ça sera certainement non. Enfin, les cheveux de nos personnages seront améliorés à l'avenir, notamment avec ceux qu'on a vus dans le trailer de Squadron 42, si c'est possible de le faire sans trop impacter les performances. Et pour finir, la bonne nouvelle de la semaine, c'est l'Object Container Streaming qui est désormais entré en phase de finition, même si deux autres sous-tâches de ce sujet ne sont pas encore terminées. Bon, par contre, Hearthstone a progressé, mais pas Lorville, qui s'est vu rajouter des tâches supplémentaires, espérons quand même qu'on puisse avoir tout ça avant la fin du mois. C'est la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain, et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.